Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 6 avril. Les départements de l'Essonne et des Yvelines s'associent pour exposer la politique en faveur de la coopération internationale. Une exposition itinérante vient de débuter pour mettre en avant l'engagement des différents acteurs locaux pour le développement des pays du Sud. Découverte de cette exposition dès le début de cette émission. Philippe Benassaïa, le maire de Bois d'Arcy, est notre invité fil rouge. Nous évoquerons avec lui les tensions qui sont apparues chez les Républicains du département, tensions autour de la future présidence du parti et la candidature de Pierre Bédier. Nous reviendrons aussi sur ces 4 premières années de mandat à Bois d'Arcy. Enfin, dans le reste de l'actualité, les suites des révélations sur des cas de harcèlement au lycée de Saint-Cyr, l'école ou encore les grandes eaux musicales qui ont débuté dans les jardins du château de Versailles. Une idée de sortie avec le retour du soleil. Interaction, c'est donc le nom d'une exposition consacrée à la solidarité internationale du département des Yvelines. 36 panneaux au total pour présenter les initiatives du département de l'Essonne et des Yvelines. Cette exposition est installée en ce moment au domaine de Madame Elisabeth à Versailles et parcourra ensuite 6 communes du département. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Interaction entre des Yvelinois, des Essonniens et des populations de pays africains, c'est le thème de cette exposition organisée par les 2 collectivités. Une exposition pour présenter leurs actions de solidarité internationale menées en Afrique, une politique portée par le département des Yvelines depuis plus de 10 ans à travers son réseau d'associations. Nous avons à essayer d'étendre cette envie d'être solidaire du monde à de plus en plus de personnes, à de plus en plus d'associations, à de plus en plus de collectivités locales. Je crois que c'est un véritable enjeu. Donc expliquer, convaincre et faire que d'autres s'engagent. Voilà le but de cette exposition. Cette exposition, elle est construite autour de portraits, des portraits d'Yvelinois, des portraits d'Essonniens qui sont présents dans des associations, dans des collectivités locales, dans des entreprises qui ont décidé un jour de s'engager dans une action de coopération internationale. Parmi ces portraits, Hélène Giraud, présidente de Solidarité Ndem France. Ndem, le nom d'un village situé au Sénégal. Soutenue par le département des Yvelines, cette association basée à Plaisir mène des projets d'éducation, de santé et d'agroécologie dans cette commune sénégalaise. C'est un village en brousse, une zone très défavorisée, mais où les gens ont envie de faire plein de choses, toujours le sourire. Et ce sont vraiment des liens d'amitié qui m'ont donné envie de continuer à les aider et de créer cette association. Alphabétisation des femmes, développement de périmètres maraîchers, des programmes en cours de réalisation. Ces initiatives sont exposées jusqu'au 29 avril au domaine de Madame Elisabeth. Prochaine étape, place de la Tour à Houdan à partir du 1er mai. Si tu prends ma place, prends mon handicap. C'est ce qu'on peut désormais lire sous un panneau d'une place handicapée à Elancourt. Un panneau et un message inauguré ce mercredi en présence du maire de la commune, Jean-Michel Fourgousse, à l'origine de l'initiative, le Lions Club local, engagé auprès des personnes en situation de handicap. 10 autres panneaux se verront attribuer cette inscription au cours du mois d'avril, une démarche civique pour l'association. En dessous des places handicapées, il y aura effectivement ce petit panneau qui rappelle de manière un petit peu plus humoristique, en tous les cas, une action forte, le respect des places handicapées. C'est pas toujours respecté dans un certain nombre de cas, c'est une manière de faire un petit clin d'œil et vraiment d'insister, de rendre plus visibles ces places. S'il y a des places handicapées, c'est pour les aider à mieux vivre au sein de la cité. Donc aujourd'hui, provoquer un peu les gens et leur dire « est-ce que tu es sûr de ce que tu fais ?» Je crois que c'est une belle démarche. Et des propos recueillis donc par Patrick Jacques de Dixmude. Ce n'était qu'un début. Le mouvement de grève des cheminots reprend ce dimanche et lundi. Retour donc des difficultés pour les voyageurs. Pensez à vous organiser et à consulter les sites internet de la SNCF ou du Transilien. Les conditions de circulation pour dimanche seront dévoilées à partir de samedi 17h. Pour rappel, cette semaine sur vos lignes en partance ou au départ de Saint-Quentin en Yvelines, le trafic était fortement perturbé avec par exemple aucun train sur la ligne U du Transilien et seulement un train sur 4 pour la ligne N. La tendance devrait être la même pour dimanche et lundi. Philippe Benassaïa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire Les Républicains de Bois d'Arcy. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette grève des cheminots, de cette réforme de la SNCF? On a l'impression qu'il y a un statu quo qui est en train de s'installer. Les cheminots dans leur position, le gouvernement, qu'on va avoir une grève assez compliquée. Quelle est votre position, à vous, là-dessus ?
Alors c'est un peu difficile de résumer la grève des cheminots en quelques secondes, mais il faut à mon avis que le gouvernement tienne bon, là pour le coup. D'abord parce qu'il faut changer à mon avis le statut des cheminots, il faut faire évoluer cette société importante et rattraper les retards qu'on a eus surtout sur des lignes et sur les équipements. C'est une réforme que la droite aurait pu, par exemple, proposer. C'est possible. Je pense qu'il y a une convergence d'esprit entre le gouvernement actuel, en tout cas entre le macronisme et la droite au niveau de l'entreprise et du libéralisme. Je pense que c'est là-dessus, pourquoi pas. Je ne suis pas au gouvernement ni dans les grandes sphères des Républicains, mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez convergent. Maintenant, j'ai envie de dire au gouvernement et au macronisme, bienvenue dans le réel. La communication, je pense, qui est terminée, le marketing aussi. Grève à la SNCF, grève des étudiants, les mouvements se multiplient. Et là, on attend des réponses justement du gouvernement pour voir si, au-delà de la communication, il y a également de la compétence. Alors, les mouvements se multiplient. On est 50 ans après mai 68. Alors, forcément, la comparaison est vite faite. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un printemps social très, très chargé et peut-être avoir un mai 68, mais en mai 18 ? Je pense pas. C'est pas la même situation. D'abord, les gauchistes en 68 n'étaient pas, enfin, le Parti communiste et tous ces partis-là à l'époque n'étaient pas partie prenante dans mai 68 parce que mai 68 est considéré pour ces gens-là comme une petite révolution bourgeoise d'étudiants, parisienne et bourgeoise. Donc on n'en est pas, je pense, à ce niveau-là. Il faut savoir que on est dans une culture un petit peu malsaine en France, de la culture de la grève constante. Il y a des millions d'heures de grève à la SNCF depuis des années. C'est énormément. Comment peut-on moderniser et rénover une entreprise dans la mondialisation quand il y a une minorité, parce qu'il faut le dire, il y a une minorité de salariés syndiqués qui bloquent une entreprise aussi prestigieuse que la SNCF. Je pense qu'il faut sortir, à mon avis, de cette culture 68arde, de cette culture de la contestation permanente pour se mettre à table avec des syndicats rénovés, modernes, qui sont prêts à jouer le jeu plutôt qu'à bloquer à l'allemande. À l'allemande, oui, voilà, plutôt que de bloquer un pays. En tout cas, tension pour le moment entre le gouvernement et les syndicats de cheminots. Tension aussi récemment chez les Républicains yvelinois depuis l'apparition notamment d'une tribune dans la presse locale qui dénonce la candidature de Pierre Bédier à la tête de la fédération. Vous faites partie de ceux qui soutiennent la candidature justement du président du département. Pourquoi ? Alors, transition un peu difficile quand même. Un peu difficile. Les tensions ne sont pas les mêmes. Mais existantes. Oui, absolument. Les tensions ne sont pas les mêmes. C'est le début d'une campagne qui doit aboutir à une rénovation et à une récupération de la fédération. Dans la récupération, je veux dire par là, récupération sur le programme, récupération sur le militantisme. Il faut qu'on rénove Aujourd'hui, on rappelle d'ailleurs que David Douillet est toujours officiellement le président de la fédération, même si depuis les élections législatives, il a un peu disparu du paysage. Tout à fait. Donc voilà, bon, il y a des tensions parce que les choses se mettent en place, comme sur un échiquier. C'est toujours un petit peu... Moi, j'appelle vraiment à beaucoup de calme, à beaucoup de sérénité et surtout à un peu de retenue. On n'est pas en train de changer le monde. On est en train d'essayer de rénover, de changer une fédération, même importante, mais une fédération. Donc, tout est relatif. Parmi les arguments, tout de même, des signataires de cette tribune contre Pierre Bédier, ou en tout cas sa candidature, il y a Pascal Thévenot, le maire de Vélizy, il y a Othmane Nasrou, un personnage politique qui monte chez LR. Il est président du groupe LR à la région, proche de Valérie Pécresse. Et l'un de leurs arguments, c'est de dire que finalement, il n'y a pas eu de discussion entre les élus locaux, que Pierre Bédier s'est un peu imposé tout seul. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que finalement, le président du département s'est porté candidat seul, ou alors il y a eu des discussions entre les différents, on va dire, barons locaux, si je peux me permettre l'expression. En général, quand il y a une candidature, c'est un mouvement individuel. Mais visiblement pas su. Quand on veut être candidat, on l'annonce. Donc c'est ce qu'a fait Pierre Bédier. Il a annoncé, encore, il n'a pas annoncé officiellement. Il a simplement lancé un appel pour dire que voilà, il fallait changer les choses et être candidat. Je vois pas. Vous pensez que tout ça est un peu exagéré, cette réaction? Il va pas lancer un référendum pour être candidat, quoi. Il faut. On connaît aussi son poids politique. Peut-être que sa candidature écrase celle des autres. C'est peut-être ça aussi qui peut faire peur. Qu'il n'y ait pas de débat avec Pierre Bédier.
Non, bah écoutez, j'ai pas ce sentiment-là. D'abord parce que je connais Pierre Bédier et que c'est pas du tout ce sentiment que j'ai. Moi, j'ai simplement un souvenir de Pierre Bédier. Si vous me donnez 10 secondes. Ouais, allez-y. Quand je suis arrivé maire de Bois d'Arcy, que je l'ai rencontré et il m'a fait part de sa volonté de renouveler totalement le département avec une nouvelle génération. J'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à renouveler à la fois le parti et à la fois le département. J'ai pas trouvé quelqu'un qui était considéré comme un apparatchik. Donc c'était quelqu'un qui était plutôt là pour faire bouger les choses et faire de 2015, à l'époque, l'élection départementale, ce que le RPR de l'époque avait connu en 1983, c'est-à-dire une poussée, un printemps bleu, on va dire. Et j'avoue qu'on n'a pas été déçus puisqu'on a fait le grand chelem au département. Juste une dernière question sur le sujet. Après, on entendra Pierre Bédier réagir justement sur ce sujet. Celle de Pascal Thévenot dans l'hebdomadaire Toutes les Nouvelles, qui a une réflexion assez intrigante quand même, qui dit « Nous sommes pour l'instant peu de maires à avoir signé cette tribune, car bien souvent le soutien financier du département est conditionné à l'allégeance des maires. » Est-ce qu'aujourd'hui, dans le département des Yvelines, on peut dire non à Pierre Bédier ? Écoutez, moi je suis maire de Bois d'Arcy, conseil départemental. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec Pierre Bédier, vous lui dites ? Ah bah récemment, oui, on a souvent des discussions, on n'est pas d'accord. On a eu une discussion d'ailleurs récemment, je ne dévoilerai pas la discussion, ouais. On a eu une discussion récemment où j'étais pas d'accord avec lui, il n'était pas d'accord. Et on est arrivé, ça c'est un grand avantage, on n'est pas resté sur le volet négatif, on est arrivé sur une solution. Et ça c'est important de faire aussi confiance à quelqu'un qui connaît la politique et qui connaît les rouages de la politique et qui connaît très 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 bien le département. Donc il faut arrêter les fantasmes, je pense que c'est une petite militant au bord de la crise de nerfs, j'ai envie de dire, pour commencer cette campagne. Voilà, mais je pense que ça va se calmer. On va écouter justement la réaction de Pierre Bédier qui veut calmer le jeu. On va l'écouter tout de suite. On est dans les grandes manœuvres internes aux grands partis de droite que sont les Républicains. Ce que j'espère, c'est que les choses n'iront pas trop loin, parce que on va vraiment finir par décourager tous nos électeurs et tous nos militants. Moi, je suis pour la sérénité, et la sérénité, c'est de se rassembler, de se mettre tous d'accord. Sincèrement, les petites ambitions personnelles, c'est pas à la hauteur des enjeux. Alors, on l'a bien compris, pour vous comme pour le président du département, c'est une crise passagère, en tout cas un petit moment de tension s'il n'y a pas de vraie tension. Au pire, c'est une crise, au mieux, c'est un débat. Donc, nous sortirons gagnants. On va conclure là-dessus. Mardi, il y a une réunion publique à 50 ans en Yvelines et la thématique est « Quel avenir pour la droite et les Républicains ?» Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous me répondez en quelques instants ? Quel avenir de la droite et des Républicains ? Comment vous voyez cet avenir ? Refondons un programme, refondons un projet, faisons émerger de nouvelles générations comme je le suis moi-même depuis 2014. Donc, c'est plutôt un parti qui se renouvelle, au-delà des caricatures et des simplifications. C'est un parti qui se renouvelle, c'est un parti qui va renouveler. Compatible selon vous ? LR doit plutôt être constructif. Est-ce que vous l'êtes par exemple ? LR est un parti de droite, avec un programme de droite, un projet de droite, qui s'est rassemblé puisque LR étant aussi l'émanation d'un parti qui a fait le rassemblement entre le centre et la droite. Donc c'est plutôt clair depuis des années, c'est plutôt assez serein là-dessus. Et il n'y a pas de sujet, je pense. C'est un grand parti, LR, un grand parti qui rassemble, des divergences. Il faut un jour que les médias comprennent et les journalistes comprennent que si à gauche il y a des débats et des courants, il y en a aussi à droite. Et c'est pas grave. C'est quelque chose de naturel et de bon, finalement. C'est un parti politique. Quelques questions beaucoup plus locales. Vous êtes maire de Bois d'Arcy depuis 4 ans. Vous faites partie de cette nouvelle vague d'élus. Quel regard vous portez sur ces 4 années ? C'est votre premier, on va dire, mandat local important. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans le bain ? Est-ce que vous avez découvert des choses ahurissantes ? Quel bilan, justement, vous tirez de ces 4 ans ? C'est un bilan passionnant, d'abord, parce qu'on est au service des autres. On lance des projets. On crée des comités de quartier, du dialogue, des débats. Vous n'êtes pas déçu aujourd'hui ? Certains, une fois qu'ils sont dans l'action, se rendent compte de la difficulté de la tâche. Oui, en 4 ans, j'ai mesuré, en 4 ans simplement, donc j'imagine mes prédécesseurs ou ceux qui sont depuis 15 ou 20 ans, qui doivent voir ça plus largement. Mais depuis 4 ans, la fonction de maire s'est extrêmement complexifiée pour une raison simple, c'est que l'État se dégageant des communes, les dotations baissant, nous n'avons presque plus de solution que d'augmenter les impôts. À Bois d'Arcy, on ne les augmente pas, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile que de lancer un projet et de trouver les financements. D'où l'intérêt d'avoir l'appui du département et de la région. Vous serez candidat dans 2 ans, est-ce que vous savez déjà ? J'espère continuer le projet et j'espère continuer cette grande modernisation que nous sommes en train d'effectuer à Bois d'Arcy, au niveau numérique comme ailleurs. Donc j'espère continuer 6 ans, c'est pas suffisant comme on vient de le dire, c'est pas suffisant pour lancer les projets. Philippe Bennassaya, restez avec nous, on passe au résumé de l'actualité de la semaine.
L'actualité de cette semaine marquée par le lycée militaire de Saint-Cyr, l'école qui est depuis quelques jours empêtrée dans une polémique depuis les révélations le 23 mars dernier de nos confrères de Libération sur des faits sexistes et d'humiliation d'un groupe d'élèves masculins d'une classe préparatoire à l'encontre d'étudiantes de l'établissement. Alain Godon, le proviseur du lycée militaire, a réagi pour la première fois mardi au micro de TV78. Écoutez. C'est une polémique qui est née de l'identification de quelques élèves dans une classe très particulière de notre établissement. Le phénomène donc existe, il n'est pas niable, mais il est extrêmement marginal et ne s'étend absolument pas à l'ensemble des formations de l'établissement. Et ces phénomènes sont identifiés, les personnes sont identifiées et les incidents sont traités actuellement et déboucheront sur des sanctions. Et le lendemain, mercredi, Nadia Hay, la députée LREM de la 11e circonscription des Yvelines, a interpellé le gouvernement sur le sujet lors d'une séance de questions à l'Assemblée nationale. La parlementaire a demandé des éclaircissements sur les suites données à la polémique au lycée. La ministre des Armées, Florence Parly, a répondu « tolérance zéro ». Les personnes impliquées dans l'affaire seront exclues. Écoutez. J'ai donc pris des sanctions. D'abord, l'exclusion de Saint-Cyr-l'École des élèves impliqués dans ces faits. Ensuite, le remplacement, après les examens et les concours qui commencent dans quelques jours, des cadres qui eux aussi sont concernés, assortis de mesures disciplinaires. Enfin, l'interdiction dans les classes préparatoires de ces établissements de redoublement pour les élèves perturbateurs. La ville de Saint-Cyr-l'École, encore dans l'actualité mercredi avec le déplacement de Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, et Julien Denormandie, secrétaire d'État. Un déplacement quelques heures seulement après la présentation du projet de loi Élan pour le logement. Les deux membres du gouvernement ont visité la ZAC Charles Renard. 1500 nouveaux logements y seront construits d'ici 2022. Reportage avec des images de Marion Ptac. Saint-Cyr-l'École comme exemple. Quelques heures seulement après la présentation de leur projet de loi sur le logement, Jacques Mézard et Julien Denormandie ont visité un projet de construction emblématique en Île-de-France. Objectif, pédagogie et démonstration. Dans ce nouveau quartier de 25 hectares, près de 4000 habitants s'installeront d'ici 4 ans. Une opération qui est tout à fait exemplaire en ce qui concerne à la fois la mixité sociale, puisqu'on voit qu'il y a des efforts considérables pour à la fois faire du logement social, faire de l'accession sociale à la propriété, de l'accession à la propriété dans un environnement réussi. Pour tenter de créer un choc de l'offre dans les zones tendues comme en Île-de-France, le gouvernement souhaite notamment réduire le nombre de recours abusifs. Aujourd'hui, 30 000 constructions seraient bloquées à cause de ces recours en France. À Saint-Cyr-l'École, le projet de la ZAC Charles Renard a été lancé il y a 10 ans déjà. C'est un projet qui remonte à 2008, même s'il avait été pensé avant, mais le départ c'est 2008 et ça ne sera pas terminé avant 2021-2022. Donc vous voyez, 15 ans, ça commence à faire beaucoup. Il reste autant à construire et à livrer qu'il a déjà été livré, avec 1500 nouveaux logements au total, beaucoup d'activités économiques, la création de 400 emplois en activités économiques, les commerces et les équipements publics. Le projet de loi Élan du gouvernement sera présenté à l'Assemblée nationale à la fin du mois de mai. Son adoption devrait suivre quelques semaines plus tard, bien avant la fin des travaux à Saint-Cyr-l'École. En tant que maire, forcément, c'est un sujet qui vous concerne. Vous êtes aussi président d'Ingénierie, la structure départementale qui aide en matière d'urbanisme, notamment les petites communes du département. Est-ce que vous estimez que ce projet de loi Élan pour le logement va dans le bon sens, qui vise notamment à libéraliser un peu le marché, enfin libérer les énergies pour créer un choc de l'offre? Alors, très intéressant votre reportage, d'abord parce que c'était à Saint-Cyr, c'est mon canton, donc on y était, on était sur place pour cette visite du ministre. La veille, nous avions fait à Bois d'Arcy une grande réunion sur la loi Élan avec les sénateurs des Yvelines pour rappeler une chose très très simple, nous en tant qu'élus locaux, et pour répondre à votre question. Je pense qu'il faut donner un petit peu plus la parole aux acteurs locaux sur le logement. Il faut faire redescendre un petit peu cette question de l'État, d'en haut, du sommet, en bas.
aux élus qui connaissent le terrain, qui connaissent les besoins, qui connaissent ce qu'il faut faire en matière de logement. Je pense que le logement doit être un grand sujet décentralisateur en France aujourd'hui. Et en ce qui concerne le logement social plus particulièrement, puisque la loi Elan, ce n'est pas que le logement social, bien au contraire, mais au niveau du logement social, je pense qu'il faut sortir aussi de cette valeur absolue des 25% qui nous pèse énormément, puisqu'on n'a pas souvent la place de faire du logement social. Juste un petit chiffre, et puis voilà, nous avons 17,5% de logements sociaux à Bois d'Arcy. Pour arriver à 25% de logements sociaux à Bois d'Arcy, il faut faire juste, simplement, et rien que 540 logements sociaux dans la ville. D'ici 2025 ? D'ici pour essayer d'arriver aux 25% de logements sociaux. Ce qui ne sera pas possible. Impossible. Il faut prendre le flux plus qu'une valeur absolue. Merci Philippe Benachaya d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le maire de Bois d'Arcy, je le rappelle, et conseiller départemental. Merci à vous et bon week-end. Merci. Ce week-end, justement, Olivier Faure sera officiellement intronisé premier secrétaire du Parti socialiste lors du congrès à Aubervilliers dans les Yvelines. C'est Jacques Chénet, 67 ans, qui a été élu par les militants locaux. Le conseiller municipal d'opposition de Marly-le-Roi a remporté le scrutin face au maire de Saint-Arnoux en Yvelines, Jean-Claude Husson, et au Morpasien Ismaïla Vannes. Jacques Chénet qui aura la lourde tâche de faire exister dans les Yvelines un parti largement en crise. Moins de 300 militants yvelinois ont participé au vote. L'ensemble sera inauguré fin 2019. Morpa a lancé la construction de son écoquartier dans la zone d'activité Paris-Ouest. Il abritera à terme plus de 500 appartements. La première pierre a été posée ce jeudi matin en présence de la présidente de la région Valérie Pécresse. 113 logements sociaux de ce programme ont d'ailleurs bénéficié d'une subvention de l'Île-de-France de 730 000 €. Un écoquartier qui devra répondre à un certain nombre de critères très précis, comme l'explique le maire de Morpa, interrogé par Patrick Jacques de Dixmude. C'est une gestion raisonnée des places de stationnement. C'est également une coulée verte centrale qui, à terme, va pouvoir permettre aux piétons et aux cyclistes d'accéder d'une parcelle à une autre jusqu'au bout de cette longue bande RD13 de 800 mètres de long. Ce sont des matériaux biosourcés. Ce sont également les nouvelles technologies, puisque les appartements seront équipés en domotique, seront tous fibrés également. Donc voilà, c'est un panel, un ensemble de choses, des critères très exigeants que nous demande évidemment cette charte écoquartier. À Morpa également, le projet de centre nautique intercommunal ne fait pas l'unanimité. Les élus d'opposition de gauche s'inquiètent du coût du projet. Ils prônent plutôt une réhabilitation de la piscine fermée depuis 2015 pour des raisons de sécurité. Les détails avec Camille Lambert et Nicolas Dandry. Depuis 2015, les habitants de Morpa trouvent porte close au centre nautique. Une décision prise par le conseil municipal et le maire de la ville, Grégory Garestier. Pour des raisons de sécurité, l'équipe a fait le choix de détruire la piscine pour construire un nouvel établissement intercommunal avec Elancourt et Coignères, géré par un concessionnaire privé. Mais l'opposition de gauche n'approuve pas ce projet. Dans notre vision des choses, la piscine de Morpa est un service public. Et un service public doit être géré par un organisme public. Au lieu de dépenser des millions d'euros à déconstruire et reconstruire, soyons intelligents, réhabilitons la piscine et faisons gagner de l'argent aux Morpasiens de manière intelligente dans une conjoncture budgétaire qui est très difficile. Selon la mairie, la construction devrait coûter aux alentours de 13 millions d'euros. Les conseillers de l'opposition estiment le double. Ils ont donc décidé de déposer un recours contre cette délibération au tribunal administratif de Versailles. Les arguments qui ont été présentés aux 3 conseils municipaux pour s'orienter vers une concession sont fallacieux, on va dire incomplets, mais même fallacieux, puisqu'il y a un certain nombre d'arguments qui ont été avancés qui induisent les conseils municipaux en erreur. On demande au juge administratif, dès lors qu'on n'est pas entendu sur place, on demande au juge administratif une vérification de la légalité et de la conformité à la réglementation, à la loi, des délibérations prises. Résultat attendu dans les prochains mois, le bâtiment actuel qui doit être détruit en 2019 est encore en sursis. Et pour terminer cette émission, une idée de sortie pour votre week-end avec le retour enfin du soleil. Pourquoi ne pas profiter des grandes eaux musicales dans le parc du Château de Versailles, le parc voulu par le roi Soleil, où le concert d'eau et de fontaine a repris depuis quelques jours. Principale nouveauté de cette année 2018, la mise en eau du bassin de Neptune. Les détails avec ce reportage de Mélanie Poquet et Michael Elmidoro. Unique, beautiful, it's beautiful. C'est féerique, majestueux.
fabulous, amazing. Elles font toujours briller les yeux, ces grandes eaux du château de Versailles. Depuis plus de 350 ans, les 600 jeux d'eau débutent au printemps, un ballet majestueux préparé par les 13 fontainiers. C'est toujours la même émotion d'offrir le travail de l'hiver où tout a été entretenu et réparé pour que l'année 2018 commence avec de belles eaux et va durer toute la saison. Au son de Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau et Marc-Antoine Charpentier, 55 fontaines et bassins s'animent. Parmi les nouveautés cette année, le bassin de Neptune. Le bassin de Neptune est un bassin qui est le plus vaste avec son système de fontaines anciennes de tout le château et un des plus vastes d'Europe, avec près de 150 mètres entre guillemets de dénivelé de déroulé de fontaines. Par contre, comme il consomme énormément d'eau, il ne peut être mis en eau très rarement. Donc on a trouvé un système automatisé dans le centre du bassin, là où il n'y a pas de fontaine ancienne, pour proposer au public à cet endroit une activité hydraulique qui ne soit pas celle de la fontaine ancienne. Avec plus de 100 représentations, les grandes eaux et jardins musicaux sont une invitation à la promenade dans les pas du Roi Soleil. Un instant suspendu qui attire chaque année près de 12 000 visiteurs par jour. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. 7-8 l'hebdo, excusez-moi, retour de l'actualité en direct lundi sur l'antenne de TV 78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.